Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui nous préoccupe beaucoup, l'impact du réchauffement des océans sur les géants des mers, les cétacés. C'est un sujet vaste et assez complexe. Pour nous éclairer, nous accueillons notre invité expert. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est une réalité, disons, préoccupante. Le réchauffement impacte déjà fortement leur cycle de vie, vraiment de A à Z. Et les changements sont, ils sont rapides. Alors justement, par où on commence? J'imagine que l'un des effets les plus visibles, c'est que ces animaux, ils bougent, ils se déplacent. C'est exact, on assiste à une véritable redistribution géographique. Et parfois, c'est assez surprenant. Prenez les baleines grises. Certaines ont été observées en Méditerranée, après avoir franchi l'Arctique. Ah oui, en Méditerranée. Oui, oui, un voyage complètement inédit depuis des millénaires, hein. Et d'autres espèces comme les orques ou les rorquals boréaux, elles poussent vers le nord, dans des eaux qui étaient trop froides pour elles avant. C'est incroyable ça, des baleines grises en Méditerranée. Mais si certains étendent leur territoire, j'imagine que pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. Leur monde rétrécit. Et tout à fait. Pour les espèces très adaptées au froid, comme le beluga ou le narval, la fonte des glaces, ça réduit leur habitat. Ils sont comme repoussés toujours plus au nord. Et les projections, elles indiquent que plus de la moitié de leur zone, où ils mangent, où ils mettent bas, pourrait migrer vers des latitudes plus hautes d'ici 2100. Ça touche donc durement les pôles. La fonte de la banquise, c'est un problème à plusieurs niveaux pour eux, n'est-ce pas? Pas juste l'espace. Oui, absolument. Moins de glace, ça veut dire moins de refuges, bien sûr, mais ça impacte aussi leur nourriture principale, ce zooplancton très riche en énergie qui, lui, dépend de la glace. Et puis, il y a un autre effet, hein, l'ouverture de l'Arctique au trafic maritime. Plus de bateaux, ça veut dire plus de bruit sous-marin et un risque de collision plus important. C'est une pression en plus. D'accord, le tableau est assez sombre au pôle. Et si on regarde de l'autre côté, sous les tropiques, là où beaucoup se reproduisent, est-ce que c'est mieux? Ben non, là aussi ça chauffe, et même trop. Les baleines à bosse, par exemple, elles ont besoin d'eau entre 21 et 28 degrés pour mettre bas. Avec le réchauffement, une grande partie de ces zones pourrait dépasser cette limite de 28 degrés avant 2100. On parle potentiellement de 35 jusqu'à 67% de ces zones qui deviendraient trop chaudes pour elles. Ce qui veut dire qu'elles pourraient ne plus avoir d'endroit adapté pour avoir leurs petits. C'est vertigineux comme idée. Et tous ces changements, la température, l'habitat, ça doit affecter ce qu'elles mangent, non? Directement. L'eau plus chaude, en fait, elle contient moins d'oxygène dissous. Ça force leurs proies, le krill, les crevettes, certains poissons, à se déplacer aussi. Et on observe déjà les conséquences. Des baleines franches ou des baleines grises qui maigrissent, qui luttent pour trouver assez d'énergie. Et ça, bien sûr, ça impacte leur reproduction. Il y a eu aussi ces vagues de chaleur marine, comme le fameux blob dans le Pacifique Nord, là, entre 2014 et 2016. Ça a été catastrophique. Localement, la biomasse de certaines proies a chuté euh, jusqu'à 90%. 90%, ah ouais, c'est énorme. Et ce blob, à part la faim, est-ce qu'il a eu d'autres conséquences visibles? Malheureusement, oui. Cet événement, il a été lié à une mortalité vraiment inhabituelle de cétacés dans le golfe d'Alaska. Et aussi à une augmentation record des empâtrements dans les filets de pêche. Probablement parce que les animaux et les pêcheurs cherchaient les mêmes zones, un peu plus de refuge, quoi. On a aussi vu des échouages massifs, hein, près de 700 baleines grises entre 2018 et 2023. Visiblement victimes de malnutrition. Et bon, de nouveaux échouages en 2025 montrent que le problème est toujours là. Est-ce qu'on voit des changements même dans leur corps, je veux dire leur physiologie? Oui, on constate un amaigrissement, c'est sûr, mais aussi une chute du métabolisme, et même une réduction de la taille. Les baleines grises auraient perdu environ 13% de leur longueur en 20 ans. Et à ça s'ajoute un risque toxique. La fonte des glaces, surtout en Arctique, ça libère des polluants qui étaient piégés dedans. Et ces polluants, ils peuvent s'accumuler dans les graisses des cétacés, affecter leur immunité, leur reproduction. C'est donc une accumulation de stress. Le climat qui change, la nourriture qui se fait rare, les toxines. Et tout ça, ça vient s'ajouter aux menaces qu'on leur fait déjà peser, nous les humains, directement. Exactement. Le réchauffement, il exacerbe les pressions humaines. Plus de trafic en Arctique, ça veut dire plus de bruit, plus de risques de collision. Le fait que les routes migratoires se décalent ou se concentrent près des côtes, ça augmente aussi ces risques. Et si les pêcheries bougent pour suivre les poissons, eh bien, le risque d'empêtrement augmente aussi. C'est ce stress cumulé qui est particulièrement dangereux pour elles. Il y a un point qui semble particulièrement
ironique presque dans tout ça. Leur déclin pourrait aggraver le problème même qui les menace. Cette histoire de boucle de rétroaction. Oui, c'est un aspect à la fois fascinant et assez inquiétant. Les grandes baleines, elles jouent un rôle dans la régulation du climat. D'abord, en mourant, leur corps énorme stocke une quantité considérable de carbone au fond des océans, en moyenne 33 tonnes. Et puis, de leur vivant, via leur déjection, ce qu'on appelle la pompe à baleine, elles fertilisent le phytoplancton en surface. Et ce phytoplancton, il absorbe du CO2. Donc, moins de baleines, ça veut dire potentiellement moins de carbone séquestré au fond et moins de fertilisation du plancton, ce qui, au final, n'aide pas du tout le climat, voire l'inverse. C'est une boucle, oui, tragique en quelque sorte. Donc si on résume, le réchauffement les pousseurs de chez elles, les affame, les expose plus aux pollutions, aux dangers liés à nos activités, ça provoque des mortalités et ça réduit même leur rôle et donc le nôtre par extension dans la lutte contre ce même réchauffement. C'est une véritable cascade d'effets. C'est tout à fait ça. Les impacts sont complexes, ils sont interconnectés, et malheureusement, ils sont déjà bien visibles. C'est particulièrement inquiétant pour les populations qui sont déjà fragiles ou celles qui ont des besoins très très spécifiques. Face à ce constat, qui est quand même alarmant, des pistes d'action semblent évidentes. Il faut protéger activement leurs zones de déplacement, leurs corridors migratoires, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, bien sûr c'est la base, mais aussi agir très concrètement pour diminuer le bruit sous-marin et puis sécuriser les engins de pêche pour limiter cette spirale négative. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était vraiment essentiel. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.